Alors il est question de vivre ensemble et je vais vous proposer de dépasser le lieu commun. Le vivre ensemble, c'est faire société. C'est se comporter d'une manière particulière lorsque l'on appartient à un groupe. Effectivement, il y a des vivre ensemble qui sont spécifiques de chaque communauté. On vit ensemble différemment dans le nord de la France, du sud. On vit ensemble différemment en Belgique par rapport à l'Afrique ou par rapport aux États-Unis. Autrement dit, le vivre ensemble a des caractéristiques sociales que les individus s'approprient. Et ce partage permet une vie en harmonie. Il faut aller plus loin. Le vivre ensemble est inscrit dans nos structures nerveuses. Ça va vous paraître bizarre. Les poissons pélagiques, c'est-à-dire ceux qui se déplacent, n'ont aucune défense. Et pour avoir des chances de ne pas être dévorés par les prédateurs, ils se mettent ensemble et ils forment des bancs. Et ils forment des bancs pour survivre. La jeune sardine n'a pas besoin d'apprendre qu'il faut vivre ensemble parce que si elle ne le sait pas, elle disparaît. De l'autre côté de la chaîne, les dauphins vivent ensemble, mais vivent ensemble, eux, pour se nourrir. Ce sont des prédateurs. Là aussi, ils n'ont pas besoin d'apprendre ces vivre ensemble. On pourrait remonter comme ça dans toutes les espèces. On arriverait à l'homme de Néandertal, dont les très récentes études, je vous parle de quelques mois, ont donné lieu à un prix Nobel, et qui, à partir de l'analyse de l'ADN des os prélevés chez ces Néandertals, montre qu'il y avait des structures sociales particulières et qui expliquaient la façon dont ils se réunissaient, ou plutôt qui rendaient compte de la façon dont ils se réunissaient. Et donc leur vivre ensemble était tout à fait particulier. Ce qui veut donc dire que ce vivre ensemble est imprimé dans nous. On va parler de processus archaïques. Ils sont tellement profonds qu'on ne peut pas y avoir accès. Nous en sommes le produit. C'est donc une fonction. Et c'est une fonction qui est une fonction quasi biologique parce que cette fonction sert à la survie. De la même façon que toutes les fonctions biologiques. C'est très intéressant de comprendre cela parce que ça permet mieux de comprendre ce qui se passe lorsque le vivre ensemble, pour des raisons qui tiennent à l'actualité ou l'environnement, va être détruit. Et cette destruction du vivre ensemble va produire des effets dont nous ignorons totalement les processus, mais qui vont entraîner des déséquilibres extrêmement profonds. À l'inverse, lorsque le vivre ensemble est pris en charge socialement, l'être humain, ce n'est pas seulement des fonctions archaïques et biologiques, lorsque ce vivre ensemble est pris en charge socialement par une communauté, alors il permet à l'individu de renaître autrement. Ces deux idées sont très importantes je vous les rappellerai, mais à se rappeler pour suivre la suite de mon exposé. Alors, nous sommes tous le produit de deux vivre ensemble qui ont été détruits et qui sont réorganisés. Le premier vivre ensemble qui a été détruit, c'était celui de nos parents pionniers. Parce qu'à un moment donné, ils ont bien dû quitter leur ville, leur village, leur famille. Et ils se sont retrouvés dans un pays qui était nouveau, à devoir reconstruire un nouveau vivre ensemble. Le deuxième vivre ensemble, c'est celui de 1962, où en l'espace de quelques fractions de secondes, ce vivre ensemble a volé en éclats. Le vivre ensemble, le premier, il a été pris en charge socialement. À savoir que l'État français reconnaissait l'existence de ces personnes qui venaient, et pour cause, l'État français en avait besoin. Autrement dit, l'État français a favorisé au maximum l'arrivée de ces personnes pour qu'elles puissent s'intégrer et produire dans le pays. Il s'est produit quelque chose de tout à fait remarquable. C'est que très rapidement, ces communautés, au lieu
de vivre comme c'est le cas actuellement dans les communautés d'immigrés. Au lieu de vivre enfermés dans leur propre communauté, ont traversé les communautés et ont été à la rencontre d'autres. Non seulement ont été à la rencontre d'autres, mais ils se sont mixés. Dans l'analyse que j'ai faite déjà pour Mémoire de là-bas, mais plus encore sur celle que j'ai faite sur l'exil, sur 1 millier de personnes, il s'avère que ceux de ma génération, donc qui se trouvent là, les personnes qui se trouvent là et qui ont vécu en Algérie, il y a 62%, nous sommes 62% à être le résultat de mariage ou de liaison binationale et 13% être le produit d'une liaison de lignée trinationale. Autrement dit, 75% sont des héritiers de familles mixtes. Plus encore pour les suivants, où ça passe à près de 90%. Si je demandais ici ceux qui n'ont qu'une lignée, italien, espagnol, de lever la main, alors on y va. Bon, on ne va pas faire une statistique, mais vous voyez, on n'est pas à 10%. Alors ça, c'est déjà la première chose qui est particulièrement intéressante à voir sur l'Algérie, et qui, à mon sens, est unique. Alors, qu'est-ce qui se passe en arrivant en Algérie? C'est que, curieusement, la plupart des Français, pas des Français, des Européens, enfin des immigrés, même les Espagnols, qui sont les plus conservateurs, de toute évidence, vont pour la plupart abandonner leur langue pour ne parler que le français. Je vous donne quelques extraits de personnes qui sont de différentes générations par rapport aux questions que je soulève. Ma grand-mère disait « Ton pays, c'est là où tu gagnes ton pain ». Ils conservaient les valeurs de leurs ancêtres et ils absorbaient les valeurs du pays qui les faisait vivre, la langue en premier. Un autre. Ma mère disait très fort « Je suis française » et ne parlait plus italien mais français. Elle ne m'a d'ailleurs jamais parlé italien, elle n'est jamais retournée en Italie. On y a bien de la famille mais nous n'avons plus aucune attache. C'était comme ça, s'intégrer à tout prix. Un autre, espagnol celui-là. Mon grand-père ne parlait pas espagnol mais catalan. Ses enfants le comprenaient mais ne le parlaient pas. Cela veut dire que leurs parents parlaient espagnol entre eux et que leurs enfants leur parlaient en français. C'était délibéré devenir français au prix de la perte de leur culture et de leur langue. Alors, ça, c'est quand même très surprenant. Il serait intéressant de reprendre tout ça à tête reposée et de rapporter ça à l'immigration actuelle. Et de vous dire qu'est-ce qui fait que cette immigration a réussi et qu'est-ce qui fait que les immigrations actuelles ne réussissent pas. Mais bon, c'est le petit exercice que je vous propose en regardant de nouveau la chaîne YouTube lorsque vous serez arrivé chez vous. Alors, ça se produit. Quel est l'effet de tout ça? D'abord, je l'ai dit, un accueil très favorable. L'envie de devenir français. Et surtout, et c'est là où il faut comprendre l'identité de ce que nous sommes, qui est l'éducation qui a été dispensée dans les écoles par ces instituteurs de la Troisième République. Il y a de multiples exemples. J'en donnerai qu'un que vous connaissez, mais ça me fait plaisir de vous le redire, parce qu'il est très beau. C'est Albert Camus, qui est prix Nobel. Et voilà un homme qui est prix Nobel et qui va s'adresser à son instituteur, qui est M. Germain, et qui dit ceci. « Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je vous embrasse de toutes mes forces. » C'est évident que nos parents et nous-mêmes ne sont tous pas devenus des prix Nobel. Mais c'est cela qui nous a traversés. Et chez nos instituteurs, il y a eu
ceci, c'est qu'ils se sont adressés d'abord à nos parents et à nous, indépendamment de nos nationalités. C'était pas la question de savoir d'où nous venions. Et plus encore, indépendamment de notre communauté et indépendamment de notre religion. Et j'y reviendrai. Et ce creuset qui a fait notre mixité sociale, c'est dans l'école, je pense, qu'il faut aller vraiment en trouver les déterminismes sociaux. Il y a eu la religion aussi, où tout le monde se retrouvait. L'un d'entre eux me dit, le 15 août, les balancelles et les barques nous attendaient pour la procession aux mers. L'une d'elles portait la Vierge Marie, protectrice du village, dont l'histoire disait qu'elle avait échappé par miracle à la tempête qui avait envoyé les autres bateaux par le fond. Les Ave Maria succédaient, traînant à souhait et pleine ferveur, sonnaient en absolu désaccord avec la rigueur musicale de l'harmonie, provoquant une belle caoulade, malgré les grands gestes rassembleurs du chef de musique. Si l'harmonie n'était pas dans les airs, elle était dans cette communion entre nous, Italiens, Maltais, Français. Vous voyez qu'il y a eu donc ce facteur social qu'est l'école. Le facteur social, c'est une religion, mais c'est un facteur social qui permet de partager. Tout cela a donné lieu à des habitus sociaux, des façons de se comporter ensemble. Alors, c'est évident que le meilleur déterminant d'habitudes sociaux, c'est la cuisine. Je ne reviendrai pas sur l'excellent exposé donc, qui a été fait ce matin sur la cuisine et qui montre que, finalement, la mixité dans les assiettes ne résultait que de la mixité dans les nationalités et la mixité des communautés. À Alger, on me dit ceci, l'ambiance de ce pays, c'était une formidable convivialité. À midi, le premier des commerçants qui travaillait à proximité du salon de coiffure de mon père et qui avait terminé sifflait ses copains. Alors tous se retrouvent au bistrot, autour d'une tournée d'anisette, n'est-ce pas, Maristella, autour d'une tournée d'anisette et d'une bonne kémia. Le dimanche après le match, nous allions au stade ou au cinéma. Les familles allaient pique-niquer à Sidi Ferruche l'hiver et à la plage l'été. C'était des dimanches simples, forts en gueule et en couleur, où l'on se sentait proche des uns des autres, quelles que soient nos communautés. Oran. Celle-ci me dit ceci. Le départ du car avait lieu à 6 heures précises. Une fois le matériel de plage et les victuailles rangés dans les immenses coffres, la vingtaine de familles prenaient place avec excitation en route vers la corniche d'Oran. Nous traversions la ville encore endormie, en direction de Mers el-Kébir, avant de découvrir la mer à l'infini et les plages qui succédaient aux plages, Deauville, Trouville, Bouisseville, Clairefontaine, Paradis-Plage. Tout ce petit monde s'affairait joyeusement à construire et à organiser son petit coin de paradis pour une journée en famille avec nos familles et nos voisins. Donc vous voyez, ce melting pot avait d'abord, j'insiste, il y avait d'abord des conditions favorables à la renaissance du vivre ensemble, ce qui a évité le traumatisme, et c'était en plus un exil volontaire. Et la deuxième chose, ces déterminismes sociaux ont fabriqué cette communauté. Alors on ne peut pas maintenant passer sur le vivre ensemble en Algérie sans se poser la question du vivre ensemble à l'intérieur des communautés. Et je parle notamment des communautés européennes et des communautés arabes. Je vais laisser de côté la communauté juive, c'est encore un cas particulier, le temps me manque, mais je voudrais surtout insister sur les rapports avec la communauté arabe. Pourquoi ? Parce que selon la façon de considérer les choses, on peut considérer que c'est soit faire suer le burnous, soit nous nous aimions comme des frères. C'est bien évident que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais pour comprendre les relations particulières qui avaient lieu en Algérie concernant le vivre ensemble, il faut faire très rapidement un brin d'histoire. La colonisation ne se prête pas au vivre ensemble, ne le favorise pas. C'est 500 000 morts arabes au cours de la colonisation. Certes, c'est aussi 500 000 militaires français. Mais les 500 000 morts arabes n'ont rien demandé. Surtout pas qu'on vienne les libérer de qui que ce soit, même pas des Turcs. C'est une autre question, mais ce n'est pas l'objectif. Les raisons de la colonisation sont simples. Elles sont politiques pour régler un problème interne à ce qui se passe actuellement à l'époque en France. Elles sont géopolitiques pour
organiser le monde méditerranéen et l'Empire, et elles sont économiques de manière à aller s'approprier, comme dans toutes les colonisations, les richesses qui se trouvent dans le continent que l'on va... voilà. Donc, vous voyez cela. Et il faut 7 ans pour aller à la prise de Constantine. Donc 7 ans de guérilla. Et il faut 14 ans pour aller à la reddition d'Albert Kader. Entre-temps, la population algérienne indigène passe de 3 millions à 2 millions. Vous comprenez bien que dans ces conditions, il n'y a normalement aucune chance de vivre ensemble, harmonieux entre les populations. S'ajoute à cela que le gouvernement français a toujours résisté, et les politiques en Algérie ont toujours résisté à la francisation des Arabes. Ajoutez à cela que le décret Crémieux a séparé les juifs berbères de la communauté arabe. Autrement dit, un ensemble de facteurs extrêmement défavorables qui auraient dû mener logiquement à un affrontement radical, permanent et dès le début entre les communautés. C'est évident que quand on est sociologue aujourd'hui et que l'on regarde l'histoire de l'Algérie de ce point de vue-là, cela ne peut pas être autrement. Pourtant, les choses ont été vécues autrement. Ceux qui sont retournés au pays et qui ne l'ont pas connu ont rapporté des choses extrêmement troublantes. Je pense à Anne Plantagenet qui écrit un très beau livre, Le Retour à Oran. Manifestement, on voit que Anne Plantagenet est gênée de dire à son éditeur, parce que quand on écrit un livre, il faut le présenter un jour à un éditeur, elle est gênée de dire à son éditeur qu'elle est fils de colon, donc fils de colonialiste potentiel, et qu'elle y va sur la pointe des pieds. Et qu'elle-même ne sait pas ce qu'elle va trouver là-bas. Et ce qu'elle décrit de l'accueil est absolument ahurissant. Elle n'est pas la seule. Permettez-moi de donner 3 petits exemples personnels. Pour une fois, je vais m'y risquer, parce que je ne peux les faire que parce qu'Edmond Marmorato est là. Parce qu'il était là au moment où je suis retourné en Algérie. Nous sommes en train de nous baigner, et au retour, on trouve 3 poissons. Nous étions 3. Personne pour nous les remettre. 3 poissons 2012 étaient déposés, cuits. Un autre jour, on va à une plage, et quand on revient, on trouve 3 grenades dégoupillées. Là, on sait qui c'est. Ils avaient 30 à 40 ans. Je suis absolument stupéfait parce que ils ne sont pas de notre génération. Et pourquoi nous font-ils ces présents du fait même que nous avons pu vivre à cet endroit-là? Ce qui traduit quand même quelque chose qui est, du point de vue d'un sociologue qui regarde la réalité algérienne d'aujourd'hui, c'est absolument inconcevable. Et le troisième, je n'aurais jamais osé vous le dire, parce que vous ne m'auriez pas cru. Nous sommes sur la trace d'un d'entre nous qui a partagé notre classe, qui a été avec nous en classe. Et puis de fil en aiguille, quelqu'un nous dit « Mais Bouzid, il habite à tel endroit ». Ok, donc on nous amène voir Bouzid. On n'a pas vu Bouzid depuis 50 ans. Quand on voit Bouzid, il ouvre une porte d'un atelier, il est en tenue artisan, il a cheveux très bouclés. Il vient de mourir. Bon. Et il me dit ceci, qui est absolument invraisemblable. Edmond, tu étais là. J'ai rêvé de toi cette nuit. C'est vraiment ahurissant. Ce qui veut dire que si j'avais été un tortionnaire, il aurait fait un cauchemar. Lorsque je suis rentré, j'étais tellement bouleversé par cela que quelques mois après, quelqu'un m'envoie un message en me disant « Nous avons vécu dans la même ville et je lui ai écrit en lui disant « Mais explique-moi, qu'est-ce qui fait que tant de temps après tout ce qui s'est passé, vous nous manifestez autant d'affection ?»
Et il me dit ceci. Comment expliquer à ceux qui n'ont pas vécu en Algérie la peine, la déchirure, le désarroi, la nostalgie des pieds noirs au moment de quitter à jamais pour la plupart d'entre eux cette terre où ils sont nés et où ils ont ri et pleuré et où ils ont grandi. Mais comment expliquer à ces pieds noirs la peine, la déchirure, le désarroi, la nostalgie nés après leur départ chez la plupart des autochtones? C'est chez ceux-là même qui avaient partagé les mêmes bancs de classe, le même travail, la même maison, le même quartier, qui étaient heureux à l'unisson lorsque l'équipe de leur ville gagnait un match qui suivait d'un même pas et avec la même douleur, ce copain, ce voisin, cet ami, ce collègue qu'on a amené au cimetière, etc., etc., etc. Et là, vraiment, la question que je m'étais sans cesse posée de comment ai-je pu ressentir une telle, je dirais pas harmonie, mais malgré tout, une harmonie de classe, alors que ce que l'on décrivait était vraiment Suel-Burnous. J'ai essayé de comprendre. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre et j'ai compris que nous sommes tous, les Algériens et nous-mêmes, les enfants de la Troisième République. Et que ce qui s'est passé à l'école a fait que nos maîtres n'avaient vis-à-vis de nous tous ne faisait aucune distinction entre nous et que le respect qu'ils nous accordaient était le signe du respect que nous devions nous accorder et que de ce même fait, nous voyant tous identiques indépendamment de notre couleur de peau, de notre race ou de religion, faisait que nous devions nous accepter tels qu'eux. Et l'expression, c'est deux leaders algériens qui vont le donner, et dont la parole est quand même très importante. Ferhat Abbas, qui est le leader algérien que l'on connaît, dit ceci. Les Français vivaient parmi nous. Ils étaient nos voisins et souvent nos amis, et les amis de nos paysans. Au collège de Philippeville, nous couchions dans les mêmes dortoirs et nous mangions dans le même réfectoire. En classe, dans nos jeux en ville, nous vivions sans violence ni racisme avoué. Nos professeurs ne nous demandaient qu'une seule chose, le travail. Je ne connais pas un seul étudiant musulman qui a été brimé à cause de sa race. Les Français nous considéraient comme des hommes à l'égal de leurs propres enfants. J'ai conservé de mes années de faculté un certain nombre d'amis français. En pleine guerre d'Algérie, ils m'ont manifesté leur attachement. Stupéfiant. Et le deuxième, c'est Mohamed Harbi, qui est le principal, considéré comme le principal historien algérien actuellement, et qui dit ceci. On respectait ses maîtres, on avait pour eux de la considération parce qu'ils avaient un sens aigu de l'égalité. Certes, ils n'étaient pas épargnés par les préjugés, mais ils étaient dévoués et s'occupaient des enfants indépendamment du rang social. L'école primaire m'a inculqué plusieurs choses qui n'ont pris un sens que plus tard. D'abord, je l'ai dit, le rejet de l'idée de prédestination des pratiques superstitieuses et d'un monde surnaturel peuplé de djinns. Ensuite, l'école enracinant en moi, sans détachement aucun, le culte de la science. L'école m'a appris à m'interroger, à douter, à distinguer morale et religion, obéissance et soumission, faveur et droit, c'est-à-dire tout ce qui ne se trouvait pas appui dans ma famille. En quelque sorte, elle faisait de nous des consciences duelles. On apprenait à l'école des choses dont il était interdit de parler à la maison. Donc je ne suis pas en train de vous dire que toute l'Algérie fonctionnait comme ça. Et il y avait un cinquième des Français, des Européens qui se trouvaient dans des villages, là où se trouvaient les 10-12e de la population. Et je ne dis pas que c'était ce qui se passait dans les villages. Les chroniques algériennes de Camus montrent à quel point ces villages étaient dans un désœuvrement, absolument épouvantable. Mais ce qui était à l'œuvre, au moins dans les villes, c'était cela. Et cela, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'il permet de comprendre cette curieuse harmonie qui fait que rien n'aurait dû être comme ça. Et cela, pour moi, on le doit à nos maîtres et à ceux qui ont envoyé évidemment nos maîtres dans les écoles. On le doit aussi à un deuxième secteur qui est celui de la santé, grâce aux médecins décolonisation. Je vous renvoie à l'excellente exposition du CDHA. Il s'avère que la colonisation, la santé, la médecine a fait passer la population, elle a multiplié par 5
au lieu de la multiplier par 2. Ça, c'est un certain nombre de travaux attestés plutôt. Et que l'école a émancipé les personnes. Autrement dit, ce qui a émancipé les personnes, c'est-à-dire la santé et l'école, va être le ferment de la révolte et du même coup va se retourner contre les Européens. Mais c'est bien là le sens de l'histoire. Alors, j'ai perdu presque mes papiers, mais l'essentiel a été fait. Merci. Bien. Alors maintenant, ça c'était pour parler du vivre ensemble en Algérie. Maintenant, il nous faut arriver à un deuxième vivre ensemble qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. C'est la destruction du vivre ensemble. 1962. Ah non, c'est toi qui as les bonnes pages. 1962, c'est le début de la sidération. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On s'accommode du moins de moyens matériels, on s'accommode du moins de soleil, on s'accommode de l'absence de mer bleue, on peut s'accommoder de tout, on ne peut pas s'accommoder du lien social. Et cela, ça a été très bien montré par deux auteurs qui ont écrit un livre qui s'appelle « La psychanalyse du migrant et de l'émigré », qui s'appelle Grimberg, tous les deux, mari et femme, et qui ont bien montré que chez les émigrés, passé le moment où on passe de l'autre côté, où on est soulagé d'avoir finalement au bout du compte laissé l'horreur, à des moments de la vie, il se produit des événements qui apparemment sont anodins, et ces événements anodins vont détruire la personne. Pourquoi? Parce que ces mécanismes archaïques ont été tellement bousculés et ils n'ont pas été accompagnés socialement qu'ils vont détruire la personne. Or, l'arrivée des pieds noirs en métropole n'a pas été accompagnée. Pieds noirs, allez vous faire réadapter. Ailleurs, tout est dit. Autrement dit, il y a eu une stigmatisation sociale qui a été non seulement un non-accompagnement, mais qui a été un abandon. Cela, ça a entraîné d'abord un moment de sidération. Le moment de sidération fait que l'on oublie tout. En arrivant à Marseille, la seule chose dont je me rappelle, c'était que j'étais perdu. Je n'étais plus chez moi. J'avais un point de chute, mais j'étais perdu. Lorsque j'ai débarqué de l'avion, j'ai pris un taxi. Arrivé sur le port, on m'a dit « Qu'est-ce que vous cherchez ?» J'ai dit « Une 203 grise ». Je l'ai retrouvée. J'étais inquiet, je me suis dit « Est-ce que ça va démarrer ?» Ouf, elle a démarré. Les grilles du port étaient en train de fermer. Le gardien m'a dit « Vous n'avez rien à déclarer ?» J'ai dit « Voilà, j'ai ma valise. » Heureusement, j'ai pris une descente quand la voiture est tombée en panne. On m'avait vidé le réservoir. C'est comme ça que ça s'est passé. Un autre. Nous sommes arrivés en bateau à Marseille. Je ne me vois pas arriver. Je ne sais rien de ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne revois que la mer une dernière fois et puis plus rien. Je ne l'ai plus revue. Un autre. Je ne me rappelle pas du moment où l'on a quitté Alger. Nous sommes arrivés je ne sais comment à la gare de Saint-Charles-de-Marcel et là, nous nous sommes séparés. Un autre. Le matin, mon mari nous a amenés au bateau. Je revois juste les côtes qui disparaissaient, l'entassement dans les cales, les gens inconsolables, plus rien. Mais comment a-t-on été à la gare? Qui nous a amenés? Je ne sais pas. Donc, cet arrachement, associé à l'arrachement de la terre, qui est aussi quelque chose qui est viscéral. Ce n'est pas seulement le produit de l'esprit, c'est quelque chose qui est viscéral. Nous n'avons rien à voir avec les saumons, mais les saumons vont... Tous ceux qui partent au loin vont mourir là où ils sont nés. Les saumons traversent l'océan pour aller mourir là où ils sont nés. Les anguilles ne font rien d'autre. Et puis, arrivé tard, qu'est-ce qu'on fait? Vous nous l'avez dit, on se pose la question de savoir d'où je viens. Et brusquement, on se met à rechercher d'où on vient. Et si on peut mettre les pieds là où on vient, ben on y va. Pour beaucoup, ça a été, je n'exagère pas, ça a été la mort. Contrairement à ce qui se passait en Algérie, peu de monde entrait à la maison.
Peu de réunions, juste une vie de famille. Lorsque mon père a pris sa retraite, il n'est plus sorti et n'a plus eu goût à rien. Lorsqu'il est mort, 5 ans plus tard, ma mère s'est coupée du peu de contact qu'elle avait. Je l'ai plutôt maternée parce que je savais qu'elle souffrait. Petit à petit, mais rapidement, elle m'a laissé faire. Le ressort s'est cassé en quittant l'Algérie. Oui, cassé. Ils ne s'en ont jamais remis et mon père en est mort. Ma mère s'est très mal adaptée et ma grand-mère est morte très rapidement du choc causé par le départ d'Algérie. Un autre. Mon grand-père est certainement mort du chagrin d'avoir quitté l'Algérie, d'avoir perdu ses amis. Il en est mort subitement d'une attaque à 60 ans, à 65 ans. Un autre. Ma mère en a perdu la tête et en est mort. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, c'est évident que il n'y a pas eu de statistiques qui serait temps de faire. Les statistiques sont possibles. Il y a eu une surmortalité d'un certain nombre parce que brusquement, ces relations s'étaient coupées. Alors, il a fallu donc, pour ceux qui le pouvaient, reconstruire le vivre ensemble. Il y a de belles expériences de reconstruction de vivre ensemble. Carnoux, la ville de Carnoux en est une. Lorsque j'ai rencontré Melchior Calandra, il y a quelques années, qui est celui qui a fondé Carnoux, il me dit ceci. Un de mes amis m'avait fait part de l'installation de Français du Maroc en Provence, là où se trouvait l'actuel Carnoux. Je suis arrivé et j'ai aussitôt ambitionné d'en faire une ville pied-noir. Pourquoi? Parce que nous étions une minorité et qu'une minorité a besoin de se retrouver majoritaire quelque part. Fin décembre, j'ai pensé que l'on pouvait créer un endroit où on pourrait se retrouver ensemble. Bref, c'est ce qu'il explique. Il explique que brusquement, quand les pieds noirs se mettent à savoir que Carnoux se crée, tout le monde vient. Et là, c'est un problème de surpopulation. Et de la même façon qu'il y a une surpopulation autour des paysages méditerranéens, c'est évident que le tropisme méditerranéen a joué, non pas parce que c'était le soleil, non pas parce que c'était la mer, c'est évident que ça jouait, mais parce qu'ils étaient là. Et parce qu'ils étaient là, on pouvait se serrer les coudes et on pouvait vivre ensemble, on pouvait espérer recréer quelque chose dans lequel on avait été en équilibre. Alors, et les enfants de cela? Les enfants de tout cela, je les ai rencontrés par la suite, à la suite de mes enquêtes. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé chez eux, parce que eux aussi avaient ressenti, sauf dans les quelques moments où la famille se retrouvait, au travers des distances dans la France, voire pour certains, c'était en Espagne ou en Italie, avec des cousins et autres. Et à part ces moments-là, il y avait cette extrême solitude qui avait plombé les parents et qui était forcément supporté par les enfants. Et j'ai entendu pour la première fois ce mot « je ne suis pas tout seul ». Je me suis aperçu lors du colloque du CDHA, c'était le premier que nous avons organisé il y a quelques années, que d'autres enfants de pieds noirs avaient subi le même traumatisme que moi, et cela m'a rassuré, car je me suis longtemps cru seul à avoir vécu en tant qu'enfant ce traumatisme par procuration. Un autre me dit « J'ai toujours pensé que la douleur permanente et particulière que j'éprouve plus fortement quand on aborde le sujet d'Algérie de mes ancêtres était une réaction personnelle et exagérée, que je mettais sur le compte d'une trop forte sensibilité, une réaction secrète que je n'ai jamais abordée avec mes parents ou mes amis pieds noirs, une réaction que je porte en moi. » Et la personne me dit qu'au contact d'autres de son âge, il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul. Donc, c'est évident que ce vivre ensemble, eh bien, c'est ce qu'il faut arriver pour ces plus jeunes, eh bien, à retrouver, et c'est ce que j'ai senti dans les regroupements de ce G2T dont vous entendez parler depuis ce matin, ce deux groupes de travail sur la transmission, qui est composé d'enfants de pieds noirs ou de petits-enfants de pieds noirs nés après 62, et à les écouter, c'est évident qu'il est clair et que s'ils sont dans ce groupe, c'est pour 3 raisons au moins. Je ne classerai pas par ordre, mais ces 3 fonctions jouent. D'abord, le besoin de savoir qui ils sont et le besoin de savoir de quelle histoire sont-ils le produit.
Ils ont besoin de me dire, dites-moi quelle est véritablement mon histoire. Et dites-moi donc qui je suis. La deuxième, ils sont là parce qu'à un moment, ils ont pensé qu'ils devaient réparer la douleur de leurs parents. Et qu'une façon de réparer la douleur était de faire quelque chose, de réussir dans la vie, socialement. Ils ont d'une manière générale surréussi, et de participer aux travaux d'une communauté. Et enfin, la troisième chose, qui n'est pas celle qui est dite, mais peut-être va-t-on en savoir plus dans les minutes qui suivent, c'est le fait de ne plus se sentir tout seul et de partager quelque chose qui se rapporte au vivre ensemble qu'ils ont fantasmé et qui était très certainement le vivre ensemble que leurs parents ont connu en Algérie et qu'ils ont fabriqué en Algérie. Merci.